Bonjour, bienvenue sur Invest Collect. Aujourd'hui Romain, on recontextualise notre passage chez TF1. Exactement David. Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Romain et David ont fait forte impression lors de leur passage au grand format des 20h sur TF1. Focus sur ces deux passionnés installés sur Limoges qui ont fait de leur passion un métier. Retour sur ces deux adolescents en quelques minutes. Un format signé Andy Pilaland. Bon, l'introduction est beaucoup trop longue, du coup on passe tout de suite à la suite. On est lundi 15 mars, je suis en train de préparer ta tour David pour ton poste de travail. Ouais. Justement sur la prépa commande, je suis en train de galérer, j'en ai ras le bol. Et là, petit message Instagram, le téléphone il sonne. Je regarde, je bloque. Là je dis David regarde vite, il y a quelque chose à faire. Du coup, moi je prends mon téléphone, je check, je te dis c'est pas possible Romain, c'est du fake et tout, Ouais, je me TF1, c'est pas rappelle, c'est possible. ça, et je te dis mais arrête, allez, il y a le numéro de téléphone, appelle. Et on verra où ça nous met. Bah du coup, j'appelle et au final, pas du tout du fake, genre très carré, très pro. L'objectif c'était un petit peu de faire un état des lieux de ce qui pouvait se trouver en France en termes d'items d'exception, mais aussi dans le monde. Récap, le nom du sujet, c'était l'investissement des Français après Covid. Ouais, Ça, c'est le thème du sujet très important. exactement. Très basé sur l'investissement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. En gros, le truc c'était, on est parti d'un constat, elle m'a présenté le truc comme ça, on est parti d'un constat, on remarque que l'épargne des Français n'est plus du tout placée en bourse ou dans des investissements dits traditionnels. Où va l'argent des Français? Surtout que l'épargne des Français a augmenté avec la période Covid. Donc jeudi 18, on se lève, il est 7h, 7h30, tu viens me chercher à 8h, plutôt 9h, plutôt 9h, et on arrive sur Paris, il est quoi, 13h30? Ouais, 13h, un petit peu avant 13h30, c'était vraiment serré le timing, puisque voilà, contrainte familiale oblige. On arrive là-bas, et je me rappelle, jusqu'au dernier moment, on se disait, est-ce que c'est bien TF1? Est-ce que c'est bien TF1? Ouais. Voilà, on avait du mal à y croire. Et là, on arrive dans la tour, on se dit, ah ouais, c'est bien. C'est bien pas mal. TF1. Le côté surréaliste du truc, on arrive, la journaliste est là, Coup de pression d'un coup. boum, il faut y aller. Il faut y aller. Donc du coup, ouais, petit tour dans TF1, elle nous présente le studio, on en profite pour faire quelques vidéos. Voilà. Je me rappelle avoir filmé David à vous les studios, hein, sur la story. Et puis après, c'est parti, on fait un tour et puis on commence à faire les prises de vue. Je pense qu'on s'approche des 4 heures Ouais. de tournage en Ouais. vrai en tout. Je Il pense, doit ouais. bien y avoir 4 heures de rush parce qu'entre l'introduction où du coup on a refait plusieurs fois les scènes de notre entrée dans la tour, Oui. puis après il y a eu différents passages où on a présenté les pièces qu'on avait ramenées. Parce qu'on avait ramené quand même pas mal de stuff. Hein. Oui, tout à fait, pour présenter un peu de tout, que ce soit sur du français, des choses qu'on peut trouver, mais aussi sur des items d'exception, sur l'exception de la collection, voilà, parce que c'était l'exceptionnel, l'investissement, donc il faut sortir des gros items, mais également des items français qu'on pourrait retrouver, voilà. Un petit peu le Graal du français avec la display set de base édition 1 sur Qui laquelle pour moi, c'est un incontournable, Bah, bien. on est obligé. quelques pièces du set de base aussi édition 1 français. Le Dracofeu PSA 10, une des cartes les plus recherchées du set de base, voilà, en PSA 10, En 28 exemplaires. en 28 exemplaires, le fameux 28 Le exemplaires. fameux 28 exemplaires qui a fait pas mal chauffer les oreilles de certains. Un grand panel des différentes cartes, que ce soit sur la collection de série, sur de la trophy, ou même sur une carte signée, comme vous avez pu le voir dans le reportage. Demandez ce que valait le buffet style Henri II offert par votre très sympathique belle-mère. Combien vaut cette estampe un peu jaunie qui dort dans votre grenier depuis 20 ans? La même question se pose pour votre vieille voiture des années 80 ou pour un jeu de cartes oublié dans un tiroir. Certains aujourd'hui se vendent à prix d'or. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Justine Corbillon et Éric Bérin. Ils ont accepté de venir jusqu'à nous pour nous présenter quelques-uns de leurs trésors. Les connaisseurs l'auront déjà deviné grâce à ces quelques notes. Voici les deux plus gros investisseurs français de cartes Pokémon. Tilaeus, investisseur, voilà, on parlait de collection à la base. Je pense qu'il y a eu un petit amalgame. Nous sommes là vraiment sur le Graal d'absolument toutes les cartes. Et il fallait être bien assis pour intégrer ce qu'ils allaient nous dire. Vous pouvez le voir. Donc là, on est sur une carte où il n'y a seulement que 4 exemplaires au monde.
Je l'ai acheté 30 000 € il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, on est sur les dernières ventes publiques, on est sur les 600 000. 600 000 €. Comment un Alors, petite description. Ouais. Donc là, on est sur une carte Trophy. 4 exemplaires officiels au monde. Ça a été coupé, ça, mais c'est important de le dire. 4 exemplaires officiels qui ont été distribués en tournoi dans son socle. C'est un tournoi qui date de 97, le tout premier tournoi qu'il n'y ait jamais eu sur Pokémon. Et il y a un 5e exemplaire qui, lui, a été édité pour les photos de ce qu'on appelle la Silver Bible, la Bible Pokémon. Donc voilà, vous pouvez rechercher là-dessus. Petit laïus au montage, si vous entendez bien, je dis 600 000 € sur la dernière vente publique. C'est un montage, on parlait d'une autre carte derrière, sachant cette carte-là à 600 000 € peut-être. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a justement aucune vente publique. De ce fait-là, il est impossible de mettre un prix dessus. Voilà, clairement, c'est pas possible, il n'y a pas de vente publique. Même sur des Trophy 98 qui sont beaucoup moins rares, il n'y a pas de vente. Donc clairement, on parlait de l'Illustrator, mais là, on est sur une carte où il y a 5 fois moins de population que l'Illustrator. Donc, impossible de mettre un prix. Voilà, ça c'était pour contextualiser un petit peu tout ça. carton peut-il prendre autant de valeur en si peu de temps? D'abord parce que des personnalités s'y sont intéressées. Aux États-Unis, le chanteur Justin Bieber exhibe fièrement sa collection. All the Pokémons, first generation. En France, l'humoriste Kev Adams s'y est mis aussi. Ce sont eux qui ont permis de dépoussiérer l'image de la marque. On avait posé le fait qu'effectivement, il y avait eu de plus en plus d'influenceurs, notamment aux États-Unis, qui s'étaient affichés plutôt avec cet univers-là en disant voilà, regardez, moi je suis adulte aujourd'hui, je suis bien dans ma vie et j'aime les Pokémon et j'aime collectionner. Exactement, voilà. C'est exactement là où je voulais en venir. Ça a été raccourci pour les besoins du reportage. Ce ne sont pas les célébrités qui ont fait monter Pokémon et donner un coup de projecteur. C'est simplement que de plus en plus de personnalités publiques, qui ne sont pas des célébrités, hein, Gary Vee, investisseur américain, Ouais. voilà, ou même plein d'autres personnes, comme nous, aujourd'hui, Finalement. les personnes assument Pokémon et se montrent avec la collection Pokémon. Donc le fait de s'assumer avec Pokémon permet de rendre Pokémon commun et plus de monde, tu vois, Plus accessible. plus au de final. visibilité, excuse-moi, j'ai un peu brodouillé, Bah mais ouais, plus de visibilité pour tout le monde. Mais Pikachu, Alakazam ou Kangourex ont aussi pris de la valeur pendant le confinement. Car beaucoup de nostalgiques sont tombés sur des vidéos YouTube et ont compris que leur passion d'enfance pouvait valoir très cher. Les cartes qui ont été imprimées il y a 20 ans, leur nombre reste identique, donc la demande augmente, mais l'offre reste la même. Ce qui fait que naturellement, les prix augmentent énormément. On peut faire des découvertes comme ces boîtes ou ces cartes-là dans des greniers, chez les parents, pas de problème. Cherchez bien dans vos greniers, si vous avez un Alakazam en parfaite qualité, ça peut valoir Plusieurs milliers d'euros. plusieurs milliers d'euros. Alors, pour parler de l'offre et la demande, je pense que c'est important qu'on développe un peu. Ouais. Dans ce que tu dis, David, tu dis que justement, il y a de plus en plus de demandes, Ouais. mais l'offre reste identique, voire même diminue, sachant qu'il y a des boîtes qui sont ouvertes, Mm. il y a des cartes qui sont vertes et gradées, donc, enfin, c'est un peu particulier. L'offre reste la même initialement. Il y a quelques boîtes qui sont retrouvées, mais qui vont être ouvertes. Du coup, la population des boîtes, elle, va décroître, alors qu'il y a de plus en plus de demandes sur le scellé. Donc voilà, donc ça, tu l'as très bien expliqué. On a expliqué autre chose, David, c'est par rapport à la population des cartes gradées. Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois et ce cabinet de conseil l'a constaté, ils ont délaissé les placements boursiers trop instables depuis un an pour se tourner vers des investissements insolites qu'il faut d'ailleurs classer en 2 catégories. Premier placement, c'est un placement dit de passion. Donc on va retrouver le vin, les voitures, les bandes dessinées, les cartes Pokémon. En général, on ne se trompe pas trop quand on fait un placement de passion, parce que déjà on se fait plaisir. Le deuxième type de placement, c'est plutôt des placements dits opportunistes. Et là, c'est un petit peu plus dangereux. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, il y a une recrudescence des gens qui se mettent dans Pokémon. Passion, opportunisme. Moi, je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y a des personnes qui s'en foutent complètement de Pokémon et qui sont là juste pour investir, gagner de l'argent. Donc, eux, je les mettrais plus dans le côté opportuniste. Parce que si demain, il y a un retournement de marché avec une baisse rapide de Pokémon, ces gens-là, ils vont vendre, ils vont perdre de l'argent.
Aujourd'hui, si des personnes ont gagné autant d'argent avec Pokémon, c'est justement qu'elles sont arrivées il y a très longtemps, là où les cartes ne valaient pas grand-chose, où personne ne s'y intéressait. Donc passion, oui, c'est ceux qui ne perdront jamais d'argent dans Pokémon, puisque même sur un mouvement de marché à la baisse, ils ne vendront pas, alors que les opportunistes vont avoir peur, vont vouloir récupérer un peu d'argent et vont vendre, alors que c'est pas forcément le bon moment. Il y a bien une part de subjectivité, voire d'irrationnel, dans la manière dont les prix sont fixés. La preuve, avec cette dernière démonstration. Revoici nos investisseurs qui vont tenter de vendre ce Dracofeu première édition, l'une des cartes préférées des collectionneurs. Il n'y en a que 28 dans le monde. Incroyable. J'ai pas les mots. Une pièce de musée. Selon moi, elle vaudrait entre 30 et 35 000 euros. C'était bien sa cote le mois dernier, mais elle est de plus en plus convoitée. Nos vendeurs ne descendront pas sous les 45 000 euros. C'est comme ça que l'année dernière, c'était pas ça du tout les prix. Donc là, j'ai beaucoup de regrets, je m'en veux énormément. Ce n'est donc pas aujourd'hui que Benjamin va compléter sa collection. Les passionnés comme lui sont désormais bien trop nombreux à jouer le jeu. Ok Romain, petite recontextualisation de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui. Avec TF1, on s'était mis d'accord sur comment est organisée une vente Pokémon aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe autour de ce genre d'item de collection atteignant des prix assez astronomiques. Donc, on s'est proposé de mettre en scène une vente potentielle autour d'un item exceptionnel, qui était le Dracofeu, set de base édition 1 français. Exactement. Donc là, on a choisi le Dracofeu. Pourquoi ? Parce que c'est une des cartes les plus recherchées en France. On est sur du PSA 10, on est sur l'exception, on est sur des sommes qui sont assez importantes. Donc voilà, elle dit bien dans le reportage, nous, si on était vendeur, et c'est bien là toute la différence, si on était vendeur, n'oubliez pas, c'est une mise en scène, on n'est pas vendeur de cette carte-là, c'était simplement pour l'image et pour le reportage, pour montrer comment se déroule une transaction. Quand vous achetez une voiture, vous allez la voir, mais là c'est le même principe, on est sur les mêmes sommes que certaines grosses voitures, donc on va voir la carte, tous les détails de la carte, et ensuite on choisit. Le reportage était préparé pour la vente, nous n'avons même pas discuté de prix avec Ben, la preuve en est C'est ça sur qui son était très estimation. intéressant. Et donc voilà, c'était simplement une illustration d'une transaction. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos interrogations. Voilà, on a essayé de faire le tour par rapport à ce que nous on a expliqué sur TF1, expliquer le contexte de pourquoi, comment on a été contacté. Si vous avez d'autres questions, je pense, écrivez en commentaire, on essayera de vous répondre. Dès l'instant que c'est constructif, nous serons toujours là pour vous répondre. Bien sûr. C'était une Vest Collect. À la semaine prochaine.